Le Portugal présente un troisième cas de figure par rapport au Chili et à l'Espagne. C'est le cas de figure d'un processus démocratique qui a été lancé par une révolution. Et pas n'importe quelle révolution, une révolution militaire. Ça signifie qu'au Portugal, l'armée a été non pas une force de réaction, de conservation, mais une force de progrès. Et c'est l'armée qui a renversé, par le biais du mouvement des forces armées, l'ancienne dictature de Salazar qui était installée depuis les années 1930. Toutefois, on va voir que cette révolution militaire démocratique ne s'est pas installée sans difficulté et que le Portugal a mis du temps, lui aussi, à consolider les acquis de la révolution sous l'effet à la fois du problème colonial qui est omniprésent dans la vie politique intérieure portugaise et de l'agitation des très nombreux mouvements d'extrême gauche qui cherchent à bâtir une autre voie vers une démocratie socialiste marxiste. Alors, dans un premier temps, campons le décor de la crise de la dictature salazariste et de la révolution des œillets qui a lieu en 1974. La dictature de Antonio Salazar remonte aux années 1930. Elle est très ancienne. Le pouvoir s'est installé dans le cadre d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir de type conservateur, qu'on appelle l'Estado Novo, qui prône comme slogan « Dieu, famille, patrie », qui cherche à garder le Portugal dans une forme d'économie archaïque, agrarienne, reposant sur les corps sociaux que sont l'armée, l'Église et les grands propriétaires, les oligarchies terriennes. Cette dictature salazariste a très peu évolué depuis les années 1930. Mais en 1968, Salazar est victime d'un accident, est très diminué intellectuellement, il n'est plus capable de diriger le pays et le président décide de le remplacer par un nouveau chef de gouvernement, Marcelo Caetano, qui commence à impulser une œuvre modernisatrice pour un Portugal qui était resté très archaïque. Ces réformes de modernisation, impulsées à partir de 1968, ont déjà pour objectif d'instiller une dose de démocratie libérale dans le pays, remettre à l'honneur les libertés individuelles et politiques. Mais ça va au-delà. Caetano cherche aussi à créer une sécurité sociale dans le pays, légalise le droit de grève et surtout en matière de colonie, de gestion de l'empire colonial, il voudrait amener les colonies vers davantage d'autonomie. Cette ouverture, cette libéralisation très relative, connaît un coup d'arrêt à partir de 1970, dans la mesure où la droite portugaise, ultra-conservatrice, appuyée sur les oligarchies, sur l'Église, refuse ces évolutions, bloque toute évolution du système. C'est aussi à ce moment-là que la contestation sociale grossit énormément au Portugal. Ce sont les étudiants qui sont en effervescence depuis 1968, ce sont les communistes et les mouvements d'extrême gauche qui descendent dans la rue, qui battent le pavé, et la situation devient de plus en plus délétère, de plus en plus troublée dans le pays. Si bien qu'au début des années 1970, le Portugal entre dans une spirale de violence politique, de répression très très dure de la part du gouvernement, de tous les mouvements contestataires. C'est pourtant dans l'armée que se dessine la révolution démocratique, celle qui a lieu en 1974. Ce qui cristallise la contestation des militaires de manière structurelle, ce sont les échecs dans les guerres coloniales, notamment en Angola. Mais ce qui met le feu aux poudres à l'intérieur de l'armée, c'est une réforme des règles d'accès à l'avancement et à la carrière d'officier. C'est ainsi qu'au cours de l'année 1974, une partie de l'armée se constitue en mouvement des forces armées et impulse une révolution qui renverse le régime en place. Révolution qu'on appelle la révolution des œillets, du nom des petites fleurs qu'on met dans le canon des fusils, pour signifier le caractère pacifique et aussi démocratique de cette révolution. En seulement quelques heures, un régime dictatorial vieux de près d'un demi-siècle a été mis à bas par l'armée, ouvrant une période de transition chaotique vers la démocratie. Au démarrage, donc, le mouvement des forces armées cède le pouvoir à un homme fort, un général, Antonio de Spinola, qui est là pour mettre à bas l'ancien régime salazariste, l'Estado Novo,
Ainsi, les premières décisions qui sont prises sont de rétablir les libertés individuelles et politiques, de permettre aux partis politiques de se reconstituer. Les décisions aussi vont dans le sens d'une libération des prisons, des anciens prisonniers politiques du régime de Salazar, la levée de la censure de la presse. C'est donc une forme de démocratie qui se remet en place dans cette période de transition. Le gouvernement, donc, est aux mains de Spinola et d'une junte de salut national. Il s'agit vraiment de sauvegarder la nation en la reconstruisant. Le problème principal, c'est qu'au bout de quelques temps, une division se crée entre le général Spinola et le reste du mouvement des forces armées, notamment une majorité d'officiers qui sont plus libéraux que Spinola. Et la fracture se réalise sur le thème de la forme du régime démocratique à donner au Portugal. Spinola est favorable à une démocratie conservatrice dans laquelle le Parti communiste et les partis révolutionnaires seraient interdits, de même que l'Empire serait sauvegardé sous la forme d'une fédération. D'un autre côté, la majorité des officiers du mouvement des forces armées sont favorables à une démocratie beaucoup plus aboutie, qui irait de pair avec une décolonisation totale de l'Empire. Et donc c'est sur ce thème-là, sur cette dialectique, que se fait la rupture entre Spinola et le parti politique, militaire, politico-militaire, qui l'a porté au pouvoir. Le résultat de cette opposition fondamentale, c'est la démission de Spinola et l'instabilité gouvernementale, politique qui lui succède sur fond de reprise de la contestation d'extrême gauche. Le pays est au bord de l'anarchie à l'époque, après la révolution militaire. Ça n'empêche pas les différents gouvernements qui se succèdent de voter quelques lois vraiment fondamentales qui font évoluer le Portugal vers la démocratie, notamment la création d'un système de sécurité sociale, l'instauration des congés payés. Parmi ces lois, vous avez aussi des lois sociétales, par exemple le droit au divorce, ou le droit à l'avortement, ou le droit de reconnaître des enfants qui sont nés hors mariage dans une société qui est pourtant extrêmement catholique, extrêmement croyante. Donc l'activité législative suit son cours, mais l'instabilité est extrêmement grande. Il faut bien voir qu'avec la possibilité de recréer des partis politiques, en 1975, vous avez dans le paysage politique portugais une cinquantaine de partis, qui sont souvent des partis assez radicaux, qui sont en compétition politique, électorale. Et ça rajoute vraiment au chaos ambiant. On peut rappeler qu'une grande partie de l'activisme politique se trouve à l'extrême gauche et qu'une partie des activistes d'extrême gauche se radicalisent dans la lutte armée, comme c'est le cas aussi à l'époque dans d'autres pays d'Europe. Seulement un an après la révolution des œillets en 1975, la révolution est véritablement en péril. Il existe inévitablement une réaction de la droite conservatrice, catholique, qui se traduit par une tentative de coup d'État avorté des officiers les plus réactionnaires de l'armée. D'autre part, les élections législatives qui sont organisées dans une grande confusion voient la quasi-élimination des communistes au printemps 75, qui répondent à l'été 1975 par un été chaud marqué par des grèves, des manifestations extrêmement violentes. Le pays est véritablement au bord du chaos et c'est au moment où la révolution est la plus en danger que du MFA émerge une nouvelle faction modérée, libérale, qui en s'imposant après 1975 va permettre l'institutionnalisation de la révolution militaire et la consolidation, l'enracinement, la consolidation de la démocratie. L'institutionnalisation de la révolution est permise par l'émergence au sein du mouvement des forces armées de ce qu'on appelle le groupe des 9, à savoir 9 officiers modérés qui s'imposent à la tête du pays et qui réussissent en novembre 1975 à stabiliser la situation intérieure et à engager la rédaction d'une nouvelle constitution qui va entièrement changer le visage du Portugal. Cette constitution, elle est adoptée en 1976. C'est une constitution qui est celle d'une république démocratique et libérale.
république démocratique à régime semi-présidentiel, hein, avec une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Il n'y aura plus la confusion qu'il existait à l'époque de l'Estado Novo. D'autre part, le pluralisme politique est rendu possible, est institué dans la loi, et les élections de 1976 voient le triomphe du Parti socialiste de Mario Soares et du Parti populaire démocratique, un parti de centre droit. Donc la vie politique est aussi animée par des civils, pas uniquement par des militaires. L'année 1976, c'est aussi l'élection d'un président de la République qui symboliquement est un militaire modéré, Antonio Eanes, qui va vraiment incarner, par sa position au-dessus des partis et son charisme politique, la transition donc, entre les militaires et les civils. On a un gouvernement de nature civile et un président issu de l'armée, mais issu de la frange modérée de l'armée. On voit bien donc toute l'originalité de ce processus de transition portugais, où l'armée a joué véritablement le rôle d'une force de progrès qui s'oppose à la dictature, qui bâtit dans la difficulté, mais en un temps finalement court, entre 1974 et 1976, une toute jeune démocratie qui, à l'image de l'Espagne, peut désormais demander son intégration dans l'Europe et consolider son processus de démocratisation et de libéralisation dans un cadre européen à partir du milieu des années 80.